Chers amis, bonsoir et merci d'être avec nous. Ce soir, roman. Roman avec notre invité Ali Kader. Bonsoir Ali Kader. Bonsoir Monsieur Yousser. Merci beaucoup d'être avec nous. Non, c'est moi qui vous remercie pour votre invitation. Et nous allons parler de votre dernier ouvrage, donc roman. Oui. Demain n'existe peut-être pas. Et c'est paru aux éditions ANEP, c'est tout nouveau. Tout nouveau, il est tout à sorti fait, pour, lors de la 22e édition du Salon international du livre d'Alger, c'est ça? Tout à fait, il a été présenté là-bas par l'ANEP, effectivement. Oui. Alors, pour rappel, parce que vous n'en êtes pas à votre premier ouvrage, à votre premier roman, je pense que... à votre premier péché, littéraire. Péché littéraire, oui, comme vous dites. Pour rappel, donc, Le vieux fusil, La déchirure, qui va être traduit en arabe. Qui est traduit en arabe. Qui est traduit en arabe. Les dents de la terre, Feriel, Le vieux fusil également qui a été traduit en langue arabe. Tout cela paru aux éditions Enag. Les raisins amers qui vient juste d'être traduit par la maison d'édition également. Tout à fait. Enag, qui est sorti en même temps que celui-là. Que celui-ci. Aussi voilà. là, oui. Meurt demain, ça ira mieux. Oui. Vous, de plus en plus, vous prenez des titres très... demain, ça ira mieux. Ah bah oui, il faut demain n'existe peut-être pas. Dites donc là... Ça accroche un peu, non? C'est très accrocheur. Oui. Et puis, les femmes ne se cachent pas pour pleurer. Toujours aux éditions Enag, avec cette particularité pour cet ouvrage, puisque vous abordez un sujet, extrêmement difficile. Médical, tout à fait. de santé très... de santé publique. Pardon? De santé publique. De santé publique, très important. Heureusement que les pouvoirs publics ont décidé d'en faire maintenant, chaque année, une journée rose, je crois, ça s'appelle comme ça. Enfin, c'est une semaine rose, ou un mois rose. Un mois, carrément, avec effectivement le dépistage de cette terrible maladie qui est le cancer du sein. Alors, justement, c'est toujours des... Vous avez les sujets de prédilection sur la place, le rôle, mais également les malheurs de la femme, d'une façon générale, dans notre société. Eh ben, écoutez, c'est le terroir. C'est la vie de tous les jours. C'est ce qui se passe un peu partout. Donc, j'essaie de tirer de là-dedans tous les sujets de mes romans. Donc, je ne vais pas chercher midi 14h. Tout est là. Tout est là. Pour celui roman réaliste. Ouais, pour celui qui sait entendre, pour celui qui sait voir, celui qui sait deviner, celui qui sait analyser, tout est là. On peut en faire des romans à longueur d'année et il suffit de regarder. Dis donc, j'espère pas pour l'éternité, parce que j'espère bien que le sort, que ce soit des femmes battues, malheureusement, et ça existe, et heureusement que là aussi, il y a une campagne qui a été faite, ainsi que malheureusement pour les enfants battus, il y a une campagne qui dure toute l'année, avec force annonce, aussi bien dans des quotidiens qu'à la télévision, etc., contre ce fléau. Alors là, il y a une héroïne, son vrai prénom c'est Houriya, mais on l'abandonne tout de suite. Oui, on lui a donné un pseudo, Hanan. un sobriquet, Hanan. Hanina. Voilà, tout à fait. Il y en a beaucoup. Très souvent, il y en a beaucoup dans la société, dans la vie de tous les jours. Hanan, c'est connu, on l'entend, et puis c'est bon à entendre. Ça me rappelle les romans russes, vous savez, où ils ont un prénom, mais ils ont tous un surnom. Un surnom, c'est très joli, c'est comme ça, c'est plus affectif. Oui, mais des fois, ça pose des problèmes quant à l'identité. Des fois, on ne connaît pas la personne, on la connaît sur le surnom, et puis quand on va chercher qu'est-ce qu'il y a dedans, et puis on se retrouve, on voit que ce n'est plus la même chose. C'est un peu ça d'ailleurs. Oui, tout à fait. Alors justement, parce que c'est double, dès le départ, votre roman est double, c'est-à-dire qu'on va passer de chapitre en chapitre à ce qu'elle vit aujourd'hui, je dirais, au quotidien, et ce qu'elle a vu. Elle va repartir dans son enfance, puisque le roman commence où elle est quasiment paralysée à la suite d'un accident. On ne sait pas pour le moment ce que c'est comme accident, mais elle est paralysée, elle est sur une chaise roulante. Heureusement, elle s'en sort petit à petit, mais elle reste totalement enfermée, non pas du fait de sa famille,
Non, pas du tout. D'elle-même. Pas du tout. D'elle-même. Donc, c'est Hanan, c'est Houria, comme vous l'avez si bien dit. Elle est là, elle est chez elle, sur une chaise roulante. Bon, elle a des séquelles, quelques séquelles physiques, mais les séquelles les plus importantes, elles vont apparaître après. C'est des séquelles morales. Et ces séquelles morales vont pratiquement la suivre toute sa vie. Et là, si vous avez remarqué, je raconte l'histoire avec un jeu. Oui. C'est extrêmement important. En fait, ce n'est pas vous qui écrivez, c'est elle. Oui, c'est elle, bien sûr. Celui qui lit, c'est elle, c'est pas moi. C'est son livre. Je dirais, c'est son carnet de bord. Tout à fait, tout à fait. Ça, c'est à la fin qu'on le saura. Oui. Ça, c'est tout à fait à la fin, parce que pour le lecteur qui commence à lire et qui devine un peu la suite, il se demande comment se fait-il, avec tout ce qui s'est passé à cette jeune fille, elle arrive à faire ça et à laisser ça. C'est pas possible ce qui se passe. Mais c'est à la fin qu'on comprend qu'effectivement... qu'il comprendra l'énigme de tout ce roman. Et qu'on comprend que pour un petit peu, je veux dire, elle trouve deux échappatoires à son malheur terrible. C'est la foi et l'écriture. Et l'écriture. Et là, je suis sûr que vous l'avez aussi, je crois que vous l'avez même dit, il y a le passé et il y a le présent. Donc j'essaye, ça c'est ma marque de fabrique. Oui, j'en fais beaucoup comme ça dans mes romans. J'adore. Non, pas le vieux fusil. Le vieux fusil, c'est un peu linéaire. C'est plutôt Feriel. Mais votre avant-dernier... Oui, tout à fait. Même les femmes ne se cachent pas pour pleurer, c'est un peu la même chose. Voilà, j'aime bien cet aspect de la chose. Et ça me permet donc, quand j'utilise le jeu, donc ça me permet d'être pas dans le rôle, mais du moins dans la situation dans laquelle se trouve mon héroïne. Donc ça me stimule encore un peu plus. Et quand je narre les choses, donc je viens avec le passé puis je viens avec le présent, ça me permet de détailler, de décrire la situation mieux que si je commençais donc à situer les événements d'un point de vue linéaire, chronologique. Moi, je préfère... C'est une... Oui, et puis si on lit bien, c'est-à-dire que à la fin, par exemple, je prends le premier chapitre où on est dans le quotidien, je dirais d'aujourd'hui, puisque c'est pas daté, peu nous importe, ça peut être aujourd'hui, malheureusement. Il y a toujours une ou deux phrases à la fin du chapitre qui va nous faire comprendre pourquoi on passe à un chapitre, comme on dit, de looking back, c'est-à-dire une partie de sa jeunesse. Mais pourquoi cette partie de sa jeunesse? Oui, tout à fait, parce que il y a un petit relais. Oui, il faut un petit relais. C'est un peu comme le 400 mètres. Il faut donner un petit quelque chose pour passer à autre chose. Celui qui lit le livre, donc quand il passe d'un chapitre à un autre, il ne faut pas qu'il soit dépaysé ou décontenancé en se disant mais qu'est-ce qui se passe? Moi, je n'ai pas envie qu'il y ait une rupture. Donc, il y a un petit relais pour que celui qui lit puisse passer d'un chapitre à un autre et qu'il comprenne surtout la suite de l'histoire et qu'il bâtisse cette histoire aussi dans sa tête pour ne pas se dire que le présent et le passé sont en train de s'interposer et puis il va rien comprendre. Alors, autant le passé... il peut être quelque peu sombre, difficile, parce qu'on va voir que c'est une jeune fille, une petite fille, qui est née dans une famille miséreuse. Dans un bidonville. C'est un bidonville. Dans un bidonville. Après, je l'ai bien changé. On va voir, c'est très étrange l'histoire qu'à un moment donné, on reloge les gens du bidonville, mais en fin de compte, dans une cité horrible. Des cités dortoirs. Franchement, des cités dortoirs, poulaillées, comme vous dites si bien. Des cubes. Et puis et sa famille elle-même sont moins heureux que dans le bidonville. Mais on verra pourquoi. On verra pourquoi. Vous allez nous dire pourquoi après. La partie enfance, adolescence, jusqu'à la fac, puisqu'elle va commencer à aller à la fac, etc. Une partie assez heureuse, je dirais. C'était sa jeunesse. Plus on avance dans une partie heureuse, jusqu'à, je dirais, le bouquet, le feu d'artifice, parce qu'elle va rencontrer, on le connaît dès le départ de votre roman, son amoureux, Jamel, l'amour de sa vie. C'est du Roméo et Juliette pur. Jusque-là, plus on va dans la partie
enfance, adolescence, collège, lycée, le bac, etc. Ouais. C'est une partie lumineuse, je dirais. Et plus dans votre roman, on passe de chapitre en chapitre sur sa vie au quotidien, là, au jour d'aujourd'hui, je dirais, hein, complètement cloîtré, enfermé dans sa chambre, plus on rentre dans le sombre, dans les abysses de l'enfer. Là comme vous le dites, donc, il y a le passé. Le passé, c'est quoi? C'est sa vie. C'est-à-dire sa vie dans le bidonville. Quand elle est passée, elle est partie à l'école. C'était très important. Et surtout, comment son père, comment qu'elle vivait avec son père, sa mère, comment ils étaient heureux dans un bidonville. Bah, si on peut dire les choses de cette façon. Hein. Personne n'est heureux dans un bidonville, mais quand on transpose cette situation à l'autre situation, bah, il y a beaucoup de gens, je dis bien, je dis dans le livre, qui se disent la situation du bidonville était meilleure que la situation de ces cubes où tout est inhumain. Mais parce que vous avez... il y a une phrase dans votre roman, Les Cadères, où vous dites, parce que... c'est elle qui le dit, enfin c'est vous, oui, bien sûr. Vous dites, on est passé de la solidarité... Tout à fait. À l'individualisme le plus terrible, absolu. Le plus enfermé. Parce que dans le bidonville, sa mère, la famille et tout ça, donc ils pouvaient sortir quand ils voulaient. Personne ne leur disait où vous allez. Donc ils pouvaient débouler chez le voisin et aller manger, aller voir dans la marmite du voisin. Donc tout ce beau monde se côtoyait. Je dis qu'il était heureux, entre guillemets. Oui, parce que la misère, elle fait qu'on est solidaire. Malgré les conditions de vie qui étaient pénibles, parce qu'il fallait chercher l'eau à la fontaine publique, malgré tout, ils avaient quand même de l'électricité. C'est déjà bien. Hein, les services publics avaient bien fait les choses. Et puis, quand on transpose cette situation à l'autre situation, le jour où l'État avait décidé donc de les ramener dans une cité de je ne sais pas combien de milliers de logements, hein, heureusement que maintenant on donne des noms à ces cités, c'est une bonne chose. Oui, avant c'était... Avant c'était 2000, 5000, 10 000, hein, et j'en passe.